recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique surtout, que nous avons lancé ici à TPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines avec un invité sur le plateau. On en parle. Ça fait quelques jours que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé ses consultations. On attend son discours à la nation comme il avait promis. Mais là, il y a beaucoup de redits. Hier, le FCC a lu un communiqué dans lequel il fustigeait la corruption organisée par Sonali Ducache pour débaucher les députés. On en parle. Et puis on parlera de cette affaire, est-ce qu'il faut requalifier la majorité, qu'est-ce que la Constitution dit, cette affaire du Premier ministre qui peut avoir ou qui a plus de pouvoir que le président de la République. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir un rodé dans ce domaine-là, c'est le professeur Tshilumbaï. Professeur, bonsoir. Bonsoir Péro. Un grand plaisir de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est plutôt le mien. Hein. La dernière fois que j'étais avec vous, je me rappelle, on a tourné une émission sous les arbres. Mais aujourd'hui, je suis quand même fier de vous recevoir dans ce petit cadre de CPL Télévision. Comment se porte le parti, l'UDPS? Non, tout va bien. Il y a du travail qui s'est fait sur tous les plans. D'abord, actuellement, c'est l'engagement à accompagner le chef de l'État dans les consultations qu'il mène par rapport à la redéfinition de la gouvernance globale de l'État. Et étant donné qu'il avait relevé dans son discours du mois passé quelques éléments de blocage qui ont été enregistrés dans la coalition qui a jusqu'ici dirigé le pays depuis la prise de fonction du président de la République. Donc là, nous sommes mobilisés, nous sommes dans les préparatifs, nous sommes plus que jamais engagés pour accompagner le président de la République parce qu'il est nécessaire qu'au finish, que le pays fonctionne comme il se doit, que l'on lève tous ces points de... Mais vous accompagnez le président de la République comment? Quand on sait qu'il y a une direction assez bicéphale, où il y a des guéguerres. Qu'en est-il exactement du combat Wankwenda? Vous-même, Tshilumbu et de l'autre côté, Kabouya Kabound. On n'en parle plus aujourd'hui. Vous avez finalement accepté la défaite, vous, de l'autre camp? Non, la vie du parti, un parti démocratique comme l'UDPS, elle est exactement cela. Je crois que si ça préoccupe un peu plus les gens, c'est parce qu'il s'agit de l'UDPS, un parti qui a démontré qu'il était capable de fonctionner sans un Père Noël. Ça, c'est une idée assez claire. Depuis sa création, il est un parti de contradiction parce qu'il n'a pas un président fondateur. Il a été plutôt créé par les 13 fondateurs à côté desquels se trouvaient, les 13 parlementaires plutôt, à côté desquels se trouvaient quelques compagnons du combat, y compris leurs épouses. Donc c'était un parti au début de la diversité. Et vous aurez remarqué qu'il est l'unique parti qui a organisé un congrès, une élection transparente à laquelle ont concouru plusieurs candidats et en toute liberté qui ont battu campagne, il y a eu élection. Ça, c'est une première dans l'histoire. Répondez à ma question. Là, vous êtes en train de pérorer un peu, excusez-moi de le dire comme ça. On sait que vous étiez en conflit avec Kabound. Vous, je vous ai reçu dans mon émission, vous ne reconnaissez pas Kabound comme président Haï, vous ne reconnaissez pas Kabouya. Qu'en est-il exactement? Nous sommes dans des contradictions internes, qui sont des contradictions d'ordre démocratique et qui sont en train de se régler au sein des instances du parti. Voilà. Donc pas encore réglé, mais c'est en voie d'être réglé. Au sein des instances du parti, c'est même là que je t'explique que nous sommes un parti pas comme les autres. Nous n'avons pas de président fondateur. Pas d'autorité morale. Pas d'autorité morale. Nous avons des structures qui ont été mises en place pour régler à l'interne et de manière démocratique les questions qui touchent à notre fonctionnement global. On vous souhaite bonne chance tout en espérant que finalement vous allez régler ces problèmes. Professeur, je vous ai appelé pour qu'on fasse un peu une lecture assez globale de la situation politique dans le pays. La situation, c'est les consultations lancées par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Au terme de son discours du 23 octobre dernier, il a parlé, il a lancé les consultations. Où a-t-il pris le pouvoir de consulter? Parce que certains analystes estiment que c'était un processus
hors constitution et que le président de la République, constitutionnellement, il ne devait pas consulter. Comment le président de la République ne peut pas consulter? Lui, il est président de la République, tu l'appelles déjà comme cela. Comment il ne peut pas consulter? Donc le président de la République n'a pas le droit d'appeler un citoyen de ce pays pour dire « Viens toi, tu es Congolais, je vais échanger avec toi sur la marche du pays. » Et c'est quel pays ça? Non, ici, non seulement qu'il est le président de la République et il a le droit d'inviter qui il souhaite pour discuter de la marche du pays, mais bien, il ne faut pas confondre ces consultations avec, comme j'ai entendu ailleurs, les gens dire les consultations auraient dû être convoquées par ordonnance présidentielle. Parce que le président agit. Les consultations ne sont pas une institution. Ici, en fait, il ne s'agit ni d'un dialogue, ni d'un cadre institutionnel, interinstitutionnel plutôt de règlement d'un conflit quelconque. Ici, il s'agit de l'exercice de pouvoir lié à la fonction ou à la qualité, au titre du président de la République qui est le chef de l'État. Parce que parfois les gens ont tendance à croire que c'est la même chose que l'on dise président de la République, que l'on dise chef de l'État. C'est la même chose, c'est bien différent. Ici, la différence, elle est où pour nous, pour les étudiants? On va y revenir. Okay. Elle est substantielle. Donc, il est président de la République parce qu'exactement, il gère l'État, il préside le pays. Il est chef de l'État parce qu'il assure la continuité de la République pour que l'on transmette celle-ci aux générations à venir avec amélioration, mais aussi il est le symbole de l'unité nationale, il est le représentant de l'État vis-à-vis de l'extérieur, comme premier diplomate du pays en tant que tel. Mais ici, lorsqu'il agit, parce que vous voulez que ça sorte de la Constitution, mais c'est la Constitution qui le dit en son article 69, lorsque elle établit le président de la République comme garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Il veille, c'est un veilleur du bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Et lorsqu'on l'établit comme garant, comme veilleur du bon fonctionnement des pouvoirs publics, ça signifie clairement que le constituant n'était pas assez idiot pour ne pas comprendre que les institutions de la République étaient déjà soumises d'une certaine façon à un certain contrôle mutuel en termes du principe le pouvoir arrête le pouvoir, mais aussi qu'il y avait des cours de tribunaux établis. Ce n'est pas pour rien que le constituant originaire l'avait établi comme veilleur, comme garant. C'est en cette qualité exactement qu'il est également l'arbitre des conflits interinstitutionnels, qu'il joue ce rôle-là, parce que avant de procéder à ces consultations, il a fait l'état des lieux de la marche de la République, la République à la chose commune. Il a établi qu'il y avait des blocages. Mais parlons justement de ces blocages. Il fallait régler. Et c'est en perspective de cela. Professeur, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ces blocages. Le président, dans son discours, il parle des blocages, justement. Il dit que nous avons été élus, la population nous a imposé cet accord parce que les autres ont gagné les élections législatives. Mais lorsqu'il y a un problème, certains estiment que le président a tout simplement raté la cible. Le problème, c'est avec son allié. Pourquoi ne pas aller rencontrer Joseph Kabila, discuter avec lui? Parce que lui-même, dans son discours, il parle des blocages. Au lieu d'appeler les comédiens, d'appeler les chégués, d'appeler tout ceci, alors que le problème, c'est un problème de ménage entre deux alliés, entre un couple. Pourquoi ne pas aller directement régler les problèmes avec Kabila au lieu de prendre le pays en haleine, en étau, en organisant ces consultations? Donc, je n'avais jamais su que vous êtes aussi partisan comme le PPRD de l'idée que les Je pose des questions. Les chégués n'étaient pas des humains. Je ne pose que des questions. Moi, je ne l'avais jamais su. Je ne pose que des questions. Je n'avais jamais appris que vous aussi, vous concluez comme le PPRD que les chégués ne sont pas des gens. Je ne pose que des questions pour ce Qu'est-ce que le chégué va dire au président de la République sur la marche du pays? Parce que le président a dit qu'il contacterait les forces représentatives. Je dis bien clair, il a parlé de forces politiques et sociales représentatives. Si pour vous, la catégorie de ces enfants délaissés à cause de 20 ans de gestion gabégique du pays ne représente rien, comme c'est l'idée du PPRD, le président de la République est bien convaincu que dans une république, il n'y a pas de grands et de petits citoyens. Les chégués, ils ont leurs problèmes
ils ont un point de vue sur la marche du pays parce qu'ils en subissent le coup. Point de vue politique. Et pour cela, il faut noter que lorsque vous dites qu'il s'agit d'un problème entre deux individus, le président de la République et le sénateur Joseph Kabila, vous tapez bien à côté de la plaque. C'est le président qui l'a dit. dit. Il est bien clair ici qu'il ne s'agit pas d'un problème entre deux individus. Non, je parle C'est un problème qui touche ton quotidien et le mien. C'est un problème qui touche notre avenir commun. Lorsqu'on parle de la Respublica, c'est exactement là l'idée de la notion de la nation. Lorsqu'elle transcende les considérations d'ordre strictement politique, elle se régénère en nous comme valeur fondamentale dont nos petits-fils doivent hériter tel que nous l'avons hérité de nos grands-parents. Et pour cela, personne, aucun fils de ce Congo n'a le droit de se l'approprier et aucun groupe d'individus n'a le droit de faire du pays, de s'accaparer la souveraineté du Non, mais Congo. lorsque le président parle des divergences, les divergences, c'est entre lui et son ami Kabila. Cette divergence. Pourquoi ne pas aller le problème avec la personne avec laquelle vous êtes en difficulté plutôt que de nous prendre en haleine? Les divergences qui ne sont pas interpersonnelles sont bien une réalité socio-politique qui a touché au bon fonctionnement des institutions de la République en invitant certains blocages qui sont de nature à tout torpiller par rapport à nos attentes légitimes comme peuple de la nation. C'est de cette façon-là que le président revient vers ce peuple. C'est nous qui avons élu le président de la République et qui avons élu les députés. Lui a fait le constat. Il s'est dit qu'il était humain. Peut-être qu'il l'a fait autrement que nous tous. Il a préféré entendre chacun de nous et chacune des couches de la nation qui sont représentatives pour leur faire part de cette situation et avoir aussi leur point de vue sur ce qu'ils voient et comparer par rapport à ce qu'il lui constate pour qu'il lève des options lui dévolues notamment par la Constitution de la République afin que le pays puisse avancer. Mais lorsqu'on parle de questions qui touchent deux individus, n'en est pas le cas. Ici, il s'agit bien des institutions de la République. Soit une institution appelée Parlement, donc dans sa composante Assemblée nationale, plus précisément parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui devrait dégager en son sein la majorité pour que le Premier ministre en sorte et qu'avec le président de la République, qu'il puisse formuler la politique de la nation et que le gouvernement la conduise. Lorsque cette majorité, qui est le soubassement même de cette conduite de la politique de la nation, n'est plus en phase avec la vision du président de la République, alors qu'au départ, ils ont eu à formuler la même politique et un programme commun qui a été validé par la représentation nationale, il est bien clair qu'il y a rupture. Rupture dans ce sens que les deux personnes qui avaient formulé cette politique de la nation pour qu'elle soit conduite par le gouvernement de la République ne semblent plus partager la même compréhension de cette politique. C'est de cette façon-là que le président de la République s'est dit qu'il y a des problèmes, il y a des blocages, et que ces blocages se doivent d'être examinés conformément au mécanisme constitutionnel. Le FCC refute ces concepts et des blocages. Il dit qu'il n'a jamais bloqué le président de la République. Donnez-nous des exemples dans lesquels le président se retrouvait être bloqué. Lorsque le président lance les 100 jours et qu'il va prendre plus de 200 millions de dollars américains qui ont été après dilapidés parce que après les preuves sont là qu'Amer est en prison. Le FCC n'était pas là. Le FCC vous pose une question, professeur Chulumbaï. Donnez-nous des exemples et des blocages et vous ont bloqué en J'y réponds. Le premier exemple est celui qui consiste dans le fait qu'après les élections générales intervenues en 2018, fin décembre, nous avons attendu pendant plus de la moitié de l'année 2019, la sortie du gouvernement parce qu'effectivement, le FCC ne semblait pas jouer franc jeu. Ça, c'est une réalité, c'est un élément de blocage. Deuxième élément de blocage, mais le président de la République en a énuméré autant. Il vous a dit qu'il n'y avait pas la même compréhension avec le FCC en ce qui concerne les réformes qui se devraient d'être entreprises. Lesquelles? S'il vous plaît. Le FCC veut de preuves. S'il vous plaît. Qui vous disent non. Je suis en train de vous donner les éléments. Vous parlez des blocages en ce qui concerne nous avons bloqué le président en quoi? Les réformes qui se devaient d'être entreprises, notamment
dans l'organisation des cycles électoraux et dans le fonctionnement de l'institution électorale, la CENI, de la centrale électorale. À ce niveau-là, vous avez certainement assisté au tollé qui a été soulevé ici, à la révolte populaire généralisée par rapport au choix cavalier du président de la CENI qui avait été opéré notamment par les pères évêques et les pères religieux, et que les dénonciations qui s'en sont suivies par rapport à des corruptions généralisées dénoncées notamment par la SENCO et d'autres confessions religieuses. Mais vous avez assisté au forcing que le FCC a tenu à réaliser par rapport à ça. C'est un élément de blocage. On n'a plus le même entendement sur les réformes en matière électorale alors qu'il avait été convenu au départ dans la conception de la politique nationale qui était codéfinie entre le président de la République et le gouvernement au terme de l'article 91 de la Constitution. Il était convenu des réformes substantielles pour que les élections à venir ne posent plus de problèmes récurrents auxquels nous sommes en train d'assister depuis le premier round de 2006. Le président de la République a évoqué la question de mise en place dans la diplomatie. Il y a des plaintes réelles à ce jour et un constat amer par rapport au fonctionnement de nos missions diplomatiques à l'étranger. Les gens croient que avoir une ambassade, avoir une mission diplomatique à l'étranger, c'est juste un plaisir, c'est juste un besoin de visibilité pour un État. Non. Ces soldats de la paix, les diplomates, doivent être des personnes suffisamment compétentes, des personnes aguerries et de bonne moralité. Le choix qui avait été opéré dans la nomination de ces personnes depuis ces 20 dernières années répondait plutôt aux besoins que ces gens soient les représentants du monarque qui étaient en place pour défendre ses intérêts de pérennité au pouvoir. Vous parlez quand même de votre allié. À ce niveau, vous parlez de votre allié. Un peu de courtoisie quand même pour un allié. Kabila, jusqu'à la preuve du contraire, il reste encore un allié de Kabila. À ce niveau, le besoin réel du chef de l'État, c'est de voir son rêve de réduction de la pauvreté, notamment la concrétisation de l'attractivité des investissements étrangers vers le pays, devenir une réalité. Et cela n'est possible que lorsque vous avez une diplomatie avancée, une diplomatie efficace, une diplomatie avertie, et lorsque le président de la République passe 2 ans au sommet de l'État, sans correspondant de confiance efficace à l'étranger, ceux-là même qui doivent se livrer à la discussion, aux négociations des accords, aux négociations avec les investisseurs, ceux-là qui doivent vendre au quotidien l'image de la République démocratique du Congo dans toutes ses facettes, vous ne pouvez pas croire que ça soit normal qu'un chef de l'État fonctionne de cette façon-là pendant que les Congolais se plaignent de n'avoir pas de l'emploi et que l'emploi a aussi un versant de ce volet diplomatique parce que c'est eux-là qui doivent aller pêcher les investisseurs à l'étranger. Lorsque le chef de l'État parle de la sécurité et qu'il soulève la question de la territoriale, notamment la mise en place dans la territoire grande et petite territoriale, et qu'ils disent non, on ne peut pas toucher à cela parce que la territoriale, il y a des gens en place. Des gens qui avaient été mis en place sans aucun critère parce qu'il fallait seulement qu'ils répondent au critérium de bon chantre du PPRD et du pouvoir. On les a ainsi déployés. Et à ce jour, c'est des gens presque ou généralement inefficaces. La plupart d'entre eux sont morts. Ils ont été remplacés par des procédures extrêmement irrégulières. On a vu ici les gouverneurs de province, FCC, s'employer à prendre des arrêtés, nommant les administrateurs territoriaux, nommant les bourgmestres et les maires, ce qui est inadmissible. Et pendant ce temps, pour le FCC, il est normal que ces bourgmestres irrégulièrement nommés par des personnes n'ayant pas qualité puissent continuer de gérer la territoriale et avec l'incompétence qui les caractérise, comment on va assurer la sécurité dans des milieux ruraux en particulier si on n'a pas des hommes aguerris et déployés dans des conditions de toute transparence. Ça, c'est un élément de blocage. Il n'y a pas que ça. Le chef de l'État en a répertorié autant que personne ne peut contester à ce jour. Et de cette façon-là, il constate qu'il y a une grosse fissure dans la vision qui avait été définie. Parce que la différence entre politique de la nation et programme de gouvernement, c'est que la politique de la nation représente à peu près ce qu'on peut qualifier de stratégie. Elle est élaborée
à long terme, c'est une longue vision. Maintenant, le gouvernement, dans l'application, il fait la tactique, c'est-à-dire il résout les problèmes au quotidien par rapport à la politique qui est une sorte de garde-fou dont on ne peut pas sortir. Mais lorsque le chef de l'État constate que tout cela n'est plus possible alors que ça a été codéfini conformément à la Constitution de la République, il y a des raisons sérieuses qui se posent la question sur la possibilité ou pas de continuer avec un tel engagement qui ne respecte visiblement pas les attentes légitimes, comme je le disais tantôt, du peuple congolais. Professeur Tshilumbayi, c'est vrai que vous parlez des blocages. Le président a consulté. Mais que valent ces consultations sans des acteurs de poids comme Kabila qui était absent et comme Martin Fayoulou? Vous parlez des blocages, on sait que le blocage provient du FCC, de Joseph Kabila. Vous parlez des blocages, on sait également qu'il y a une crise. Martin Fayoulou n'arrête pas de parler des vérités des urnes. Beaucoup estiment qu'en consultant les Chegué, en consultant les comédiens, en consultant, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui me le dites, en consultant, sans consulter les vrais acteurs de la crise, le président de la République a véritablement botté en touche et il n'a pas fait un bon ciblage. Non, d'abord... Consultation sans Fayoulou, sans Kabila, ça représente quoi? N'a écarté personne. Heureusement que le peuple congolais a fini par comprendre qu'il s'agissait bien du FCC, le blocage, parce que ils ont affirmé à la place publique qu'ils avaient bel et bien reçu des invitations pour participer à cette activité d'intérêt général, d'intérêt collectif. Ils ont refusé parce qu'à la Constitution, ils ont désormais une obsession maladive à substituer un accord qui serait désormais supérieur à cette Constitution de la République. Lorsqu'on leur oppose la Constitution, ils vous disent non, l'accord dit ceci. Bien évidemment, lorsque moi je parcours l'accord signé entre l'honorable Jean-Marc Kabound et l'honorable Némi Moulania, je ne trouve nulle part où l'accord dit ce qu'ils prétendent évoquer ou revendiquer au quotidien. Ça, c'est l'accord de gouvernance. Mais à côté, il y a un autre accord, c'est entre Kabila et Félix. Le sénateur Cheikh Kitundu, la question lui a été posée avec toute prégnance de savoir s'il y avait un autre accord que celui-là. Il a dit à la place publique non. Moi, j'ai échangé avec d'autres leaders de cette famille politique-là et non les moindres. Par exemple, le SPA Kambere, à maintes reprises, il n'a pas affirmé avoir connaissance d'un autre accord qui ne serait pas celui auquel j'ai fait allusion. Donc il n'y a pas d'accord secret entre Félix et Kabila. Il n'y a pas d'accord secret. Et donc, s'il y a un accord secret qui conditionnerait la survie de l'État jusqu'au niveau des pensées qu'il faut que la Constitution de la République soit anesthésiée et qu'elle ne fonctionne plus, c'est un accord inacceptable parce qu'au fond, en morale, il n'a pas le sens d'être exécuté sous la barbe du peuple congolais. Alors, le chef a consulté. Moi, je crois que l'on devrait, parce que ceux qui n'ont pas voulu, c'est une expression démocratique. Je sais qu'à une certaine époque, on parlait de la politique de la chaise vide et que nos amis qui ont choisi cette politique, ils tentent l'expérience qu'a faite l'UDPS pendant 37 ans probablement. Ils devront apprendre à l'assumer. Le plus essentiel, c'est que l'essentiel des couches sociales et politiques de la République démocratique du Congo, et à 90%, les invités ont répondu avec un engouement incommensurable à l'invitation du chef de l'État, de celui-ci. Nous attendons désormais les résolutions de ces observations pertinentes, de ces échanges avec les leaderships tant locaux que nationaux qu'il a rencontrés pendant tout ce mois ici. Le chef devra se prononcer dans les jours qui viennent pour nous dire quelle décision il aura prise par rapport à la marche de l'État qui semble tétanisé aujourd'hui par ce fameux accord qu'on rend fictif. Non mais attendez, les proches de Fayoulou et parfois lui-même ils disent comment venir aux consultations et croire à un homme qui n'a jamais rien respecté. Il va à Genève 24 heures après, il rebuffe, il nie sa signature. Il va à Nairobi, vous allez corriger quand je vous donnerai la parole. Il va à Nairobi, Kamere est en prison. Ici, il est encore avec Kabila aujourd'hui, ils sont en guerre. Comment on peut croire à un homme comme ça et aller à des consultations avec un homme qui ne respecte pas ses propres engagements? D'abord corriger.
le président Tshisekedi n'a jamais nié sa signature à Genève. Le président Tshisekedi a assumé jusqu'au bout sa signature. Mais bien évidemment qu'en théorie de contrat, c'était un accord de libre volonté, une fusion de volonté. Les Allemands qualifient ça de la Vereinbarung. C'est une fusion de volonté. Et que cette fusion de volonté, lorsqu'elle n'est pas liée par des principes de préavis préalable pour le retrait, elle ne limite pas la même volonté de celui qui s'est adonné de se retirer quand il veut. Le président de la République revenant ainsi sur son honneur, dit, parce que lui-même a signé que si je reviens sur cet accord, il a dit qu'il était un homme des paroles, il a dit que le candidat le meilleur de nous tous c'est Fayoulou. 24 heures après il est revenu sur sa décision, il va en Nairobi, ici il avait Kamere en prison, ici il avait Kabila, ils ont des problèmes. Maintenant comment lui croire, comment croire à un homme comme ça, M. Chilumba? Vous qui êtes journaliste, vous devriez être les bons éducateurs de la société. Éviter d'entretenir des confusions entre non-respect d'un accord et désengagement. Le désengagement, c'est une valeur sacrée. Vous trouverez des mots pour l'expliquer. C'est symbolique de l'honnêteté d'un homme. Le français est vaste, vous trouverez des mots. C'est symbolique de l'honnêteté d'un homme qui se dit, je trouve qu'à ce jour, ce que j'avais promis d'engager dans ce contrat mutuel que nous avons souscrit, je n'en ai plus les possibilités. Je ne peux donc plus continuer. Je retire ma signature. En pleine journée, au grand jour, je retire ma signature. Il s'est retiré d'ailleurs en faveur de l'accord parce que son retrait n'a pas handicapé les intérêts des autres qui ont continué de fonctionner comme par l'ordinaire. Maintenant, le non-respect des accords, c'est exactement ce que M. Adolphe Mozitou, M. Fayoulou, M. Katumbi et M. Jean-Pierre Bemba ont fait. Et ils sont pires que Tshisekedi et Kamere, qui ont été très sincères et très honnêtes, qui ont retiré les signatures. Parce que ils n'ont pas tenu les engagements souscrits dans leur accord. Dont l'un d'entre eux, je crois au point 5, était l'interdiction de participer aux élections avec une machine fantaisiste, avec une machine qu'on qualifiait de machine à voter. Alors, ils vous disent, l'un de nos engagements dans cet accord, c'est que nous n'irons jamais aux élections si la machine n'est pas retirée. C'est écrit noir-blanc, je crois, dans le point 5 de l'accord. Maintenant que les Congolais nous observent, qui est sérieux, entre Tshisekedi qui vous dit, eh bien, j'avais signé, mais je sens que je ne suis plus capable d'assumer les engagements souscrits au terme de cet accord, je retire ma signature publiquement, et ceux plutôt qui ont signé et ont souscrit les engagements, les assumant jusqu'au bout, mais ne les ont pas respectés. Ou d'ailleurs, à tout le moins, ils n'en ont respecté aucun. Et à ce jour, vous allez condamner qui? Ils ont participé aux élections ou pas? Alors que l'engagement fondamental de l'accord de Genève, c'était la non-participation aux élections si jamais la machine n'était pas retirée. Et Adolphe Mozitou, un homme transparent de langage, il l'a dit à la place publique qu'il a beaucoup de respect pour Tshisekedi parce que c'est un homme honnête. Il l'a affirmé pas une seule fois, à plusieurs reprises, et il a toujours apprécié cette honnêteté-là. On ne peut plus revenir sur ce débat-là. Maintenant, nous attendons avec enthousiasme les résolutions que prendrait le chef de l'État à l'issue de ces consultations. Vous dites qu'elles ne sont pas constitutionnelles, elles ne sont pas premières. On en a déjà eu d'autres qui ont conduit à l'élargissement de la majorité de 2011. Ceux-là ont été convoqués sur l'ordonnance présidentielle. Avec l'entrée dans le gouvernement, notamment des gens comme les ministres dans notre constitution. Celle-là n'y figure nulle part, n'y figure pas. Ça signifie que la complexité, l'abondance de compétences dévolues au président de la République au travers de l'article 69 de la Constitution ne limite pas ses possibilités à agir pour autant qu'il reste dans les limites des compétences lui dévolues. Donc, il a convoqué les consultations. Je dis, elles ne sont pas premières. Sous Kabila, on a assisté à 4 consultations. Toutes ont donné lieu à
à la réformulation, à la structuration de la majorité, notamment avec l'entrée ou le débauchage de l'UDPS, des députés de l'UDPS qui ont vu Sami Badjibanga devenir Premier ministre sans l'aval de son parti, le parti sous le label duquel il avait été élu. Ce ne sont pas de nouvelles pratiques, bien que le président Tshisekedi n'est pas enclin à rééditer ce qui n'a pas été potable. Il va rester dans les lignes, dans les limites strictes de la Constitution telle que dictée par sa lettre et son esprit. Alors, allons justement dans ce que les Congolais ou vous, professeur Tshilumba, vous attendez de ça. Le président consulte votre président AI. Je ne sais pas si finalement vous allez accepter que je l'appelle le président AI. Jean-Marc Kabound sort de la rencontre. Il dit il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Vous êtes, vous, intellectuel, rompu en matière des droits. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation, qu'est-ce qu'il y aura exactement, professeur Tshilumba? Non, en fait, il y a le FCC en face, il y a nous. Qui détient la majorité parlementaire. Il y a le FCC en face, il y a nous, l'UDPS. Je ne comprends pas pourquoi la phrase « il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, ni coalition » impressionne les Congolais. Et même vous, des journalistes, grands manipulateurs de la langue de Molière, la langue de Bossuet, vous les journalistes, comment vous emballez dans ça? Lorsqu'il dit qu'il n'y aura ni cohabitation, ni coalition avec le FCC, ça signifie... Vous parlez de votre président AI. Ça signifie avec celui que vous reconnaissez FCC, finalement après la guerre. Ça signifie avec le FCC, il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Premièrement, la cohabitation n'est pas constitutionnelle. Notre constitution ne la prévoit pas. Je vous ai entendu dire ça. Comment ça, notre constitution ne la prévoit pas? Il n'y aura pas parce que notre constitution ne la prévoit pas. Quant à la coalition, nous venons de là. La coalition avec le FCC, il donne son point de vue, il dit qu'il n'y aura ni cohabitation. Parce qu'elle n'est pas constitutionnellement prévue, ni coalition avec le FCC. Il faut noter en fait que le FCC n'a pas concouru aux élections. Le FCC n'est pas dans l'Assemblée nationale. Lorsque l'article 78... Le cash non plus. Hein. Oui. Le cash non plus. Oui, bien le cash aussi n'a pas concouru. Oui, il n'a pas concouru. Lorsque l'article 78 de la Constitution évoque cette majorité, il ne l'évoque pas en dehors de l'Assemblée. Elle ne peut se constituer qu'avec des forces politiques présentes au sein de l'Assemblée nationale. Le FCC n'y est pas. Donc c'est tout à fait français pour ceux qui veulent des dictionnaires pour comprendre ça ou des encyclopédies. C'est français que l'on dise il n'y aura pas coalition avec le FCC. Parce que la majorité devra se dégager au sein de l'Assemblée où le FCC n'est pas. C'est être tout simplement hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Il n'y aura pas cohabitation maintenant. Les groupes parlementaires qui sont là pour la majorité sont du FCC, qui est une structure de fait comme le cash, qui n'a pas une personnalité juridique. C'est ça le problème. Il n'y aura pas cohabitation maintenant. Parce que la cohabitation n'est pas constitutionnelle. C'est-à-dire? Ça signifie que dans notre pays, lorsqu'on vous a parlé de la tropicalisation du régime semi-présidentiel français, en France, ce régime est semi-présidentiel, semi-parlementaire. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici au Congo. C'est trop savant. Expliquez-nous, ça veut dire quoi? La tropicalisation de ce régime, c'est celle qui a voulu qu'en imitant aux Français ce qu'ils appliquent depuis 1958, nous avons tenu compte de nos réalités africaines. En Afrique, on ne regarde pas le chef en face, on ne lui tourne pas le dos. Voilà. Et cela a été exprimé dans la Constitution. Lorsque, chez nous, l'article 91... José, prenez ma Constitution dans mon téléphone. Lorsque chez nous, l'article 91 vous dit la politique du gouvernement est formulée et co-formulée, c'est-à-dire formulée par le gouvernement de la République en concertation avec le président de la République. L'article 20 de la Constitution française vous dit que cette politique est formulée par le gouvernement seul. Ça signifie quoi?
En cas de mésentente criante, surtout si les majorités présidentielles et parlementaires ne convergent pas vers un même camp politique, le gouvernement peut se retirer avec sa politique qu'il avait formulée seul. Là, vous parlez du cas français. Du cas français. Et basculer dans la cohabitation. Mais chez nous, la Constitution cimente. Elle dit que vous devez avoir la même politique. Ça, c'est le principe de base. Vous devez avoir la même politique. Et que cette politique est co-formulée. Mais au cas où, alors, on arrivait à avoir une divergence de majorité. Je vais y aller. Je suis en train d'ouvrir ma constitution. Allez-y. Je vais y aller. En France, lorsque chez nous, l'article 78 de la Constitution consigne clairement que le président de la République dirige le Conseil des ministres. Vous parlez de quel article? Chez nous, c'est l'article 79. Ok. Le président de la République dirige le Conseil des ministres. C'est lui et lui seul qui dirige le Conseil des ministres. Il convoque et préside le Conseil des ministres. C'est lui seul. Il convoque et préside. En cas d'empêchement, il délègue, la Constitution délègue ses pouvoirs. Le Premier ministre ne les prend pas dans la rue. Le président de la République, il délègue. Il dit, je te délègue mes pouvoirs, qui sont des pouvoirs exclusifs du président de la République. L'article 21 de la Constitution française, qui est le pendant de notre article 79, à son alinéa 3, pose clairement le principe que le Premier ministre supplée automatiquement à la carence du président dans la convocation et il n'a pas besoin d'avoir une délégation du président. Il n'en a pas besoin en France. Il n'en a pas besoin, c'est-à-dire que dès que cette carence du président est constatée pour qu'il ne soit pas là et qu'il ne dirige pas le Conseil des ministres, l'alinéa 3 de l'article 21 de la Constitution française pose le Premier ministre supplée. Donc, il n'a pas besoin d'attendre que le président lui délègue. Ce n'est pas donc un pouvoir exclusif, un pouvoir personnel au président de la République. Et ici, vous comprenez que on peut cohabiter. Parce que même si on cohabite, le Premier ministre continuera de convoquer et diriger le Conseil des ministres. Chez nous, ce n'est pas une hypothèse ouverte. Dans ce sens que le président de la République n'ira pas diriger pour un Premier ministre le Conseil des ministres, alors que c'est une cohabitation. Donc, la tropicalisation de notre Constitution réside exactement dans ces matières de collaboration absolue que l'on trouve dans notre Constitution. Lorsqu'on vous dit l'armée... La cohabitation n'exclut pas la collaboration, professeur Tshilombaye. Non. Lorsqu'on vous dit la sécurité, la défense, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration. Ça signifie qu'on ne les sépare pas. Le Premier ministre, le président de la République et le gouvernement collaborent. Mais dans la Constitution française, vous allez plutôt lire le contraire. Vous allez trouver qu'on dit par exemple, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de l'armée. Il est responsable devant le Parlement. Et l'article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Donc ici, on permet l'hypothèse que si on n'arrive pas à trouver une majorité cohérente entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle qui s'accouplent dans un même camp, dans une même idéologie politique, on peut diriger le pays avec cette cohabitation. Mais chez nous, ça n'a pas été rendu possible. Mais qu'est-ce qui va se passer chez nous alors? Au cas où, aujourd'hui, les divergences persistaient, que Kabila s'affirmait dans sa majorité parlementaire, il y a une rupture avec un président. Si les divergences persistent, nous tombons dans le cas d'ingouvernabilité. Le cas d'ingouvernabilité, parce que lorsque je dis aux gens que ces choses ici ne sont pas du droit, c'est de la science politique pire, ils n'écoutent pas. Nous tombons dans le cas d'ingouvernabilité. Comment est-ce qu'on va diriger le pays entre une majorité qui n'est plus du même avis que le président de la République, alors que celle-ci doit avoir la même politique que le président de la République, alors qu'il y a des matières qui les lient, dans lesquelles ils doivent absolument collaborer. Ça rend le pays ingouvernable. C'est pour cette raison-là que l'article 148 de la Constitution donne au président le marteau, en vertu des pouvoirs qui tiennent l'article 69, comme arbitre, notamment la dissolution
de l'Assemblée. Et non pas en cas de crise persistante. Mais la crise... C'est ce que l'article 48 dit. Persistante... La crise, et la Constitution le précise, la crise entre le Parlement et le gouvernement. Je dis toujours entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Je dis toujours ceci aux gens. La notion de crise persistante chez nous, elle ne peut plus être considérée comme une notion doctrinale. Je rappelle que l'article 28, alinéa 2, de la loi sur la libre administration de province qui modifie de 2013 qui modifie la loi de 2008 a ouvert une incise très agréable lorsqu'elle dit qu'est-ce qu'on entend par crise persistante. Elle explique la notion de crise persistante dans telle hypothèse, telle hypothèse, telle hypothèse, telle hypothèse. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher dans la doctrine alors que le législateur a déjà défini cette notion de crise persistante, que l'on trouve dans des conflits ou dans le simple concept de possibilité que le fonctionnement des institutions soit perturbé. Et lorsqu'il y a une telle situation, le fonctionnement des institutions est perturbé, le président est bien enclin à dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'on ne va pas aller avec un pays dans ce foisonnement-là où les gens obligés de travailler ensemble constitutionnellement ne sont plus en mesure de le faire. C'est de cette façon-là. Et vous dissolvez l'Assemblée nationale. Le constituant a trouvé. Et l'autre gagne toujours la majorité. On fait quoi? Non. Voici lorsqu'on dissout l'Assemblée nationale et que l'autre gagne toujours la majorité, on revient pour gouverner. Mais la solution dans notre constitution a été trouvée comment? La constitution, la loi électorale qui s'est inspirée de la constitution a rendu impossible cette hypothèse-là. Déjà, vous constatez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une majorité. Ça signifie que les coalitions devront absolument se former pour que le pays soit gouverné. C'est de cette façon-là que, à cette étape, lorsque nous ne sommes pas encore aux élections, on constate que la majorité qui gouvernait jusqu'ici a implosé. Qu'est-ce qu'on fait? On en recherche une autre. Nous ne sommes pas obligés... C'est ce que vous faites maintenant là. Nous ne sommes pas obligés... C'est ce que Félix est en train de faire. En débauchant, en proposant de l'argent... On ne débauche pas, je t'ai dit que... Vous avez suivi les tout derniers communiqués du FCC? 7 000 $ à un député... Je te donne l'exemple du débauchage. Le débauchage, c'est lorsque, par exemple, en 2016, on appelle un député UDPS, élu sur la liste UDPS, on le tire contre la volonté de son parti, et puis on le nomme Premier ministre. Ça, c'est un débauchage. Mais ici, lorsque vous lisez l'article 78 de la Constitution, cet article ne parle pas d'une majorité des partis politiques au sein de l'Assemblée. Parce que les députés ont un mandat national, tout mandat impératif étant nul. Les députés ont un mandat national. Vous constaterez que dans l'article 78 de la Constitution, si vous voulez ouvrir et lire, le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Ouais, et on ne fait aucunement pas allusion à un parti politique. La majorité ne devra pas se dégager forcément au sein d'un parti politique. Elle peut se dégager entre plusieurs députés, y compris indépendants. C'est comme cela que cet article est défini de manière plus ou moins neutre. Et lorsqu'on va dans cette majorité, je dis que c'est un fait sociologique, qui a besoin que les gens se présentent devant le président de la République pour dire « nous voici, c'est nous la majorité ». Parce que la Constitution n'a pas dit que la majorité sorte d'un parti politique ou des partis politiques. Elle doit sortir de l'Assemblée nationale. Ça signifie des députés qui n'ont pas un mandat impératif. Et que dans la Constitution de cette majorité, c'est une expression démocratique, c'est un vote. Comme tout mandat impératif est interdit, il n'est pas exclu qu'un député adhère à une idée ou à un projet que un groupe de députés présente comme étant alléchant, comme étant... un projet contraire à son propre parti politique. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais la loi explique aussi qu'un député qui traverse, il perd son mandat. Il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. Lui ne quitte pas. Sami Badjiban, par exemple, lorsqu'il est allé Premier ministre, il n'avait pas perdu son mandat. Parce qu'il n'avait pas quitté son parti politique délibérément. Il a exprimé un vote au sein de l'Assemblée. Il a exprimé un vote qui s'est dirigé vers une idéologie, vers un programme qui lui avait été présenté comme
salvateur pour le pays. Il est devenu Premier ministre, vous l'avez vu. Et qu'au sein de cette même assemblée, les députés IDPS du même parti se sont divisés parce qu'il y en a qui ont estimé qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'offre qui leur avait été faite. Les autres sont restés attachés à l'idée du parti politique. Mais le mandat de député, lui, n'est pas impératif. Tout ça, c'est la tropicalisation. Vous appelez ça comme la tropicalisation de... Mais je dis... Vous dites... Le concept, là, vous appelez ça comme la tropicalisation de... Non, je dis que le régime a été tropicalisé. On l'a tropicalisé parce que chez nous, on ne regarde pas le chef en face. Nous, on ne va pas... Donc là, c'est la tropicalisation du régime. On l'a tropicalisé. Nous avons emprunté la Constitution française, mais nous avons trouvé que dans la Constitution française, le Premier ministre Chirac pouvait appeler le président M. Mitterrand. Nous avons trouvé que dans la Constitution française, on a ouvert des possibilités telles que lors de grandes réunions internationales, le Premier ministre amène sa délégation, le président amène sa délégation. Et ils disent qu'on cohabite. Non. Est-ce que c'est pas... En Afrique, on ne cohabite pas. C'est même ça qui a inspiré les rédacteurs de cette constitution pour qu'on parle d'un régime semi-présidentiel tropicalisé. Est-ce que c'est pas en confondant ou en s'appuyant sur l'occidentalisation du régime, moi je vais en Occident, que le professeur Bouchab parlait par exemple du concept de primo-ministère? Non, je dis que ce n'est pas vrai. Oui, il dit que le Premier ministre a des vrais fonds. Nous venons de lire la Constitution. Le président règne mais ne gouverne pas. Nous venons de lire la Constitution ici. Vous vous êtes résolument réalisé que le Premier ministre congolais, c'est un clerc pointeur. Il va au sein du Conseil des ministres, le président convoque et le dirige, le Premier ministre prend note. Parce qu'il n'est même pas détenteur d'un portefeuille. Il n'a pas de dossier à défendre au Conseil des ministres. Chaque ministre étant responsable de son département. Lui va là-bas, il prend note lorsque le président dirige le Conseil des ministres. Vous avez constaté qu'au terme de notre Constitution, article 92 de la Constitution par exemple, le Premier ministre partage le pouvoir réglementaire avec le président de la République. Ce qui confère au président de la République une double possibilité, qui est celle d'un président qui règne et qui gouverne. Contrairement aux monarques dans des régimes parlementaires pires, qui règnent et ne gouvernent pas, qui ne participent à rien. Et ici, une évidence, c'est que le Premier ministre n'est pas indispensable. Parce que l'article 90 de la Constitution dit qu'en cas d'empêchement, il est automatiquement remplacé par le ministre précédent. Contrairement au président de la République qui, lui, s'il est empêché, il délègue préalablement ses pouvoirs au Premier ministre. Donc, pour le Premier ministre, la Constitution, notre Constitution à nous est claire, elle le rang protocolaire, n'est pas indispensable. Et cela est démontré dans la lecture que nous avons faite ici par rapport aux grands pouvoirs qui lui sont dévolus dans la Constitution française. Et même là encore, tu as suivi dernièrement l'image qui circulait dans laquelle le président Sarkozy disait clairement, mais le Premier ministre, lui là... Il est nommé, l'autre a été élu. Mais c'est très clair. Il a donné, on lui posait la question sur les pouvoirs du Premier ministre. Il n'a pas voulu entrer dans le fond. Il dit, mais il est nommé et puis le président est élu. Et avant, donc la notion du Premier ministère, c'est plutôt une diversion pour... elle est très malvenue dans le débat sur les régimes politiques congolais, le régime politique qui est le nôtre. Et même lorsque la doctrine n'a évoqué que très accidentellement cette notion pour illustrer des cas de régimes parlementaires dans lesquels, curieusement, le Premier ministre n'était pas trop dépendant du Parlement, il en était une sorte d'autorité. C'est dans des régimes parlementaires. Ce n'est pas dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre. Ici, nous sommes un régime semi-présidentiel. Ce que je dis ne sort pas que de moi. La doctrine congolaise en matière de droit constitutionnel et des sciences politiques, à l'unanimité, a y engagé d'énormes discussions sur cette question, qu'il s'agit du professeur Jean-Louis Sambo Kangaché, du professeur Ndioli, du professeur Mbebo Kalala, Kaboul Mouna, et tous ces gens qui ont étudié cette question, y compris le professeur Variste Bouchab, dans son livre sur l'inanition entre la révision de la Constitution et l'inanition de la Nation. Il a expliqué dans son livre que le régime qui est le nôtre, c'est un régime
présidentiel à tendance présidentialiste. Lorsqu'on dit présidentialiste, ça signifie quoi concrètement? Il a été démontré que le régime présidentiel n'existe et ne fonctionne qu'aux États-Unis d'Amérique. Tous les autres pays qui ont tenté ce régime sont tombés dans une sorte de déviation pour que l'on retombe dans une dictature rampante qu'on appelle présidentialisme. C'est comme ça que le professeur Bouchab, dans son livre-là, Entre révision de la Constitution et l'inadmission de la nation, il parle d'un régime présidentiel à tendance présidentialiste. C'est-à-dire, il y a excès de pouvoir pour le président et seulement de pouvoir symbolique pour le Premier ministre. Le professeur Ndioli, d'ailleurs, parle de l'hyperbolisation du président de la République dans cette constitution, qui a des pouvoirs plus énormes et même plus grands que ceux de l'Assemblée nationale. Parce que dans ce régime de séparation des pouvoirs, chaque pouvoir a un élément de son identité. Mais vous voyez que chaque pouvoir, de trois pouvoirs traditionnels, a un élément de fragilité que le président de la République n'a pas dans notre régime. Parce que lui, il est là, l'Assemblée ne le révoque pas, mais lui révoque les députés. Il révoque les députés. Lorsqu'on dit dissoudre, c'est en fait l'élégance qu'on a utilisée pour des élus, des représentants du peuple souverain. On ne pouvait pas dire révoquer. On a dit le président dissout. Il ne dissout pas l'institution au Parlement. Il révoque les députés. Il les renvoie devant le peuple. Donc c'est une hypothèse. Lorsque le président va terminer ses consultations comme il les a terminées, il a plusieurs hypothèses devant lui. Entre autres, reconfigurer la majorité. Ça signifie que s'il trouve au sein de l'Assemblée les députés qui ont compris que la nation est bloquée par cette coalition opportuniste, qui vont venir vers lui, ils vont faire une nouvelle majorité et on procédera à la nomination des nouveaux premiers ministres, des nouveaux gouvernements. Si cela n'est pas une possibilité, le président de la République a une autre, c'est celle qui consiste à renvoyer les députés devant le peuple pour que le peuple nous départage, qu'ils disent si c'est ça le mandat qu'il leur avait conféré, c'est lui de venir bloquer les bonnes ambitions, les bons actes que le président de la République entrevoit dans son intérêt. Et donc, ça sont des manettes qui sont à la disposition du président de la République. C'est pourquoi lorsque je dis aux gens qu'on l'appelle en France le monarque républicain, parce qu'il tient les deux. Il règne et gouverne. Le président de la République congolais n'est pas un président israélien comme les Mouchaka Save, comme les autres, les Shimon Peres. Non. Ici, c'est un président qui règne et gouverne. Il a reçu un mandat sur base d'un programme qu'il doit exécuter et que, comme les autres ont reçu aussi indirectement ce mandat-là, on leur dit mettez ensemble, obligatoirement ensemble, pour gouverner le pays. Contrairement à la France, où vous n'êtes pas tenu de mettre ensemble, chacun peut gouverner seul comme il veut, et puis on appelle ça cohabitation. Donc, en Afrique, on ne tourne pas le dos au chef de l'État, et je crois que le vénérable sénateur, le professeur Évariste Bouchab, pour avoir modélé cette constitution de cette manière, il avait compris cette réalité. Et nous, IDPS, en 2006, moi j'étais à la réunion présidée par le président Etienne Tshisekedi, demandant à Mme Bazaïba, je dirigeais la jeunesse, la réunion qui avait décidé que l'on ne participe pas au référendum. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi soulevait la conscience et disait, mais ce truc ici, nous avons combattu Mobutu pour venir créer un autre monarque. Pourquoi? Parce que la Constitution donne des pouvoirs excessifs au président de la République, et le prof Ndioli parle carrément de l'hyperbolisation du président de la République et de la subordination du Premier ministre. Ça, c'est comme ça que le prof Ndioli qualifie le régime. En plus, comme si ça ne suffisait pas, en 2011, il y a eu une révision qui confère davantage de pouvoir au président de la République. Entre autres, la dissolution des assemblées provinciales, la révocation du gouverneur. Vous vous rendez compte? Mais comme si ça ne suffisait pas, la révision de 2011 confère au président de la République le pouvoir de convoquer le peuple au référendum, de convoquer le référendum. Tu te rends compte? Ça signifie que, contrairement à la Constitution, ici dans sa version initiale, désormais le président de la République a le pouvoir d'appeler le peuple
au référendum pour soumettre cette constitution à des modifications qui soient peut-être aussi substantielles que ça. Mais ici, c'est clair, le président de la République ne modifiera pas sous de telles astuces la constitution. Il a mis le dossier sur table pour qu'ensemble, y compris les G13, l'honorable Délice Sanga et son groupe, même tous ceux qui ne sont pas dans la majorité, le président de la République, vous avez vu que lui a reçu tout le monde qui a mené des propositions sur des réformes. Mais les autres disaient non, on doit réformer dans l'accord. On ne réforme pas la Constitution de la République dans l'accord. C'est une affaire de tout le monde, de nous tous. Donc le président de la République offre cette ouverture, bien que les pouvoirs les plus étendus lui ont été conférés au terme de cette Constitution et qu'aucun pouvoir n'a été conféré au Premier ministre. Mais le président de la République offre cette ouverture, comme d'ailleurs c'est François Mitterrand qui a fait modifier la Constitution française pour amener le mandat à 5 ans. Vous voyez, le président de la République est prêt. C'était Chirac. C'était Chirac. Parce qu'il a fait un premier mandat de 7 ans, et puis il a fait un deuxième mandat de 5 ans. Le président de la République est prêt à voir cette Constitution être modifiée, y compris même dans les possibilités qui révéraient à la baisse ces pouvoirs extrêmes, ces pouvoirs énormes d'aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas, à ce niveau-là, vouloir, au nom d'un accord qu'on brandit sans évoquer les dispositions qui verrouillent les pouvoirs du président de la République dans cet accord-là. On le brandit pour dire qu'il y a un accord, il y a un accord. Il faut que les choses soient discutées en toute transparence. Maintenant, le président de la République a ces manettes-là. Si rien ne fonctionne. Et les députés, nos députés, ils savent qu'ils ont été élus par le peuple. Ils ont un mandat national, je dis bien. Parce que tout mandat impératif est nul. Comme ils savent cela, je ne vois aucun député qui a intérêt aujourd'hui, à peine 2 ans, de rentrer encore en pleine saison de pluie dans des brousses pour battre campagne. Je ne vois aucun député. Ils ont intérêt à rallier le président de la République. Ils ont intérêt à rallier le chef de l'État pour l'intérêt profond et supérieur du peuple de la nation qui leur a conféré cette grande dignité. Professeur Chilumba, merci d'être venu nous voir. Je retiens ce soir la tropicalisation du régime politique dans le pays. C'est le mot que je retiens. Merci, merci d'être venu nous voir, professeur. Merci. Madame, messieurs, je rappelle ce soir que notre invité était le professeur Chilumba, cadre à l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au regretté Etienne Tshisekedi Wamulumba et parti également du président Félix-Antoine Tshisekedi. Avec lui, nous avons fait la lecture de l'actualité politique ici dans le pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir pour ces numéros de l'émission Contre nous soit dit. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.